Bienvenue à tous dans ce débrief sur Médian TV Afrique. Le 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé mardi dernier à Addis Abeba, un sommet au cours duquel le président égyptien Al-Sisi a passé le relais à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un an. Plusieurs dossiers ont également été évoqués lors de cette rencontre: libre-échange, autonomie financière, lutte contre le terrorisme, crise en Libye, imbroglio en Guinée-Bissau, entre autres. Une occasion pour nous aujourd'hui d'en parler avec nos invités. Il s'agit de son Excellence le Dr Samba Bourimbo, ancien ambassadeur du Sénégal en Afrique australe, professeur associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Merci beaucoup, Madame Ba, et bonjour à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs. Merci en tout cas, et avec lui nous sommes avec le professeur Aziz Salmon Fall, politologue panafricain et coordonnateur de la campagne internationale justice pour Thomas Sankara. C'est un plaisir de vous recevoir également. Merci pareillement, merci de me voir. Alors, Excellence, revenons un peu sur l'historique de l'organisation continentale. Dans quel contexte elle a été créée et quel est son rôle? Elle a été créée, comme vous savez, en 1963. Dans un contexte de lutte pour la décolonisation, au sein duquel a surgi la nécessité de trouver une institution capable de fédérer les énergies pour pouvoir, comme cadre de programmation, de planification commune, mais également sur tous les aspects, politiques, économiques, etc., mais également comme cadre pouvant créer les conditions pour parachever la décolonisation à travers le soutien au mouvement de libération, donc dans les pays qui étaient encore sous domination coloniale. Bon, à l'époque, les anciennes colonies portugaises, l'Afrique du Sud, la Namibie, etc. D'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'OUA a été créée dans des conditions difficiles. Vous savez que c'était un difficile compromis entre le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Ce difficile compromis, je crois, a affecté toute l'histoire de l'institution en tant que telle, continue encore, à mon avis, d'affecter la vie de l'Union africaine, donc, qui a succédé à l'OUA. En font partie l'absence de conditions pour la mise en œuvre du principe de la supranationalité, c'est-à-dire en termes de pouvoir de décision et de mise en œuvre de décisions qui sont prises au-delà des opinions ou du pouvoir individuel des différents chefs d'État. Une commission qui a été mise en place avec l'Union africaine, dont le président ou la présidente également a les mains liées sur ce plan-là, alors qu'il pourrait être possible au moins de trouver une possibilité de coordonner ne serait-ce que des secteurs, on va dire, non stratégiques ou des secteurs qui ne relèvent pas de la souveraineté, cela peut être la défense, etc. Je veux dire comme premier pas, comme minimum, la santé, l'éducation, le transport, des choses comme cela. Voilà, tout ça, nous allons y revenir un peu dans le fond du sujet. Mais avant ça, j'aimerais bien, professeur Fall, que vous nous donnez un peu votre avis par rapport à l'organisation continentale. Quel est ce regard que vous y jetez? En fait, en général, dans le droit international et dans les relations internationales, les organisations reflètent le rapport de force existant. Et donc, comme l'a si bien expliqué son Excellence, à l'époque, les formes d'indépendance négociée ou celles qui ont été arrachées étaient en contradiction avec l'ordre néocolonial. Et donc, au sortir de ça, c'est de façon volontariste
alors que l'essentiel des pays africains ne payaient même pas leurs cotisations, que Kadhafi a pris un peu le leadership de l'Union africaine pour impulser une sorte d'intégration à marche forcée, financée par l'essentiel des subsides libyens. Il s'en est suivi évidemment une contradiction avec l'ordre mondial qui préfère une autre forme d'intégration continentale. Et donc ce qui était prévu d'une armée continentale, d'une monnaie continentale, etc., à l'exception du satellite qui a permis effectivement le réseautage panafricain, en réalité l'orientation panafricaine s'est arrêtée avec l'assassinat du président du chef de la Jamaïa libyenne, Kadhafi, et ensuite il y a un processus de recolonisation militaire qui s'est installé avec l'insécurité très grande, et en même temps une forme de continuation institutionnelle, à la fois intégration, signature de zones libre-échange, et le NEPAD qui avait été signé à Kananaskis au Canada a été prolongé par l'initiative 2063 d'un plan d'intégration continentale qui permettrait d'arriver vers ça. Donc c'est clair que nous avons une vision assez critique à la fois de la lenteur du processus d'intégration et nous avons des visions littéralement en fait plus proches de ce qui était le groupe de Casablanca, de Kwame Nkrumah et des chefs historiques qui pour l'instant ont souvent été assassinés pour avoir essayé de poursuivre ce chemin. Or, c'est justement ça la contradiction dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que nous osons espérer que ceux qui ont lutté contre l'apartheid, comme Cyril Ramaphosa, qui est un de nos camarades, va peut-être donner l'impulsion nécessaire pour contrer cet ordre mondial qui veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique du pillage des seules ressources, et essayer de comprendre que nous ne sommes pas marginalisés en fait dans l'économie monde. Le capitalisme prend juste les volumes qui l'intéressent. L'Afrique est insérée dans la mondialisation depuis plus de 5 siècles, pour ne pas dire a même fait la mondialisation. Et donc c'est important que les gens comprennent que l'Union africaine doit être le véhicule réel de comme on a expliqué, de la supranationalité. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence, on va en venir au fond. Et là, tout à l'heure, vous en avez parlé, les buts de l'Union africaine sont d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs également. Mais parlons de ces institutions. Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez évoqué la Commission, mais il y a également le Parlement et le Conseil de sécurité. Quels sont leurs rôles ? Bon, le Parlement, le Conseil de sécurité doit veiller, comme son nom l'indique, à créer les conditions pour que les Africaines et les Africains puissent vaquer librement à leurs occupations, en sachant qu'elles et ils vivent dans le cadre de frontières sûres, des frontières terrestres, mais également avec contrôle en pouvant compter sur une armée en mesure de contrôler l'espace aérien, bon, les autres frontières sur l'eau, etc. Donc c'est cela le Conseil de sécurité. Le Parlement panafricain est censé, ce qu'on en attendait, c'est qu'il puisse légiférer, donc voter des lois, passer des lois et veiller au contrôle également de l'exécution, de la mise en œuvre de ces lois. Mais on est loin du compte aujourd'hui. Bon, la manière dont les personnes, dont les députés sont élus, enfin sont élus et désignés, envoyés au Parlement panafricain, le fait qu'ils n'ont pas encore de pouvoir législatif en tant que tel pose encore problème. Alors, et là, vous avez parlé du Parlement, de la Commission et du Conseil de sécurité. Ça aussi, nous allons y revenir. En fait, au début, ce que l'on veut, c'est d'expliquer à peu près l'historique, ce qui est très important de l'Union africaine pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Et tout à l'heure, vous avez un peu brossé le fond du sujet, professeur. Nous avons également vu les présidences se succéder jusqu'à la dernière, en vue celle du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour un an qui prend le relais avec son homologue égyptien Al-Sisi. Que peut-on retenir des différents mandats? Quels ont été les faits les plus marquants selon vous? Bon, franchement, il faut se rendre compte que ce système est davantage à caractère honorifique. Il n'a pas véritablement de prise sur la réalité concrète du panafricanisme. Il y a une sorte de préséance où les chefs d'État doivent, pour un an, impulser un style à l'institution. Donc les différents chefs d'État ont, selon véritablement leur réelle inclinaison vers le panafricanisme, ou alors une forme d'apparence
de consensus qu'ils aiment bien incarner. C'est plus un changement de style qu'un changement de vision. Oui, parce qu'au fond, comme j'essaie de l'expliquer, l'institution elle-même n'a pas les moyens de ses politiques, n'a pas les financements. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pratiquement l'essentiel du financement vient des bailleurs étrangers. Donc, on a une institution panafricaine qui est financée par des bailleurs étrangers, qui ne parvient pas à traduire dans la réalité politique concrète et dans la vie des masses les aspirations qu'elle entend faire. Et donc, ça se passe de façon relativement superficielle et institutionnelle. C'est certes qu'il y a eu des progrès, mais on ne peut pas s'attendre au président de l'Union africaine d'impulser autre chose que le rôle assez restreint, de sa marge de manœuvre très restreinte, qui lui est conférée par les statuts. Donc chacun, selon son élan, peut impulser une forme de plus grande visibilité à l'international, dans les forats multilatéraux, au niveau des intégrations régionales, parce qu'il y a une prolifération d'organisations régionales qui relèvent de l'Union africaine, où effectivement on peut peser avec une certaine autorité sur le choix, sur la pacification, sur l'intégration économique, etc. Mais en fait, c'est des choses qui pourraient, et qui dépendent d'une volonté politique. Pour l'instant, elles restent sans très grande prise sur la réalité. Et d'ailleurs, il y a juste à voir les populations africaines et la forme de déconnexion qu'il y a entre les populations africaines et les instances d'Addis Abeba. Et donc, c'est ce manque de prise qui fait que ce n'est pas le président en exercice qui peut vraiment faire ce coup de baguette magique qu'on attend. Alors, vous êtes avis, Excellence? Ah oui, mais tout à fait. Hein. Bon, il est vrai que, comme il a dit, certains chefs d'État qui assument la fonction donc, de présidence pendant un an, donc impriment leur marque. Mais cela ne va pas au-delà de ça. Bon, on peut prendre comme exemple le président Kagame du Rwanda, avec tous les efforts qu'il a fait pour une réforme. Bon, il y a tout un dossier, tout un travail de réforme institutionnelle, administrative, etc., de l'organisation, créer les bases pour une meilleure coopération sur le plan commercial, économique, les problèmes d'intégration, la question de la souveraineté, etc., aussi bien à travers les propositions qu'il a faites, mais également son style, je veux dire, la manière dont il s'est positionné par rapport à certains pays impérialistes en tant que président du Rwanda. Mais cela dit, certains nous savons tous, les frustrations de certains présidents, nous en connaissons, bon, peut-être que ce n'est pas la peine de citer leur nom, de la commission, bon, qui voulaient que cette commission-là, comme on dit, ait des dents, qu'on lui donne les dents pour qu'elle puisse vraiment avoir le pouvoir de prendre des décisions, bien entendu, au nom de l'ensemble des chefs d'État, pouvoir les mettre en œuvre pour faire avancer l'intégration, pour pouvoir créer les conditions pour régler les problèmes auxquels les masses africaines se sont confrontées. Donc, tant qu'il n'y aura pas une réforme, mais vraiment une réforme vigoureuse et de fond, tant qu'il n'y aura pas un changement de personnel, de culture institutionnelle. Parce que vous savez, certains sont passés de l'OUA, c'est exactement les mêmes meubles, quoi, vous voyez, de l'OUA à l'Union africaine. La question des quotas, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre qui viennent de... C'est pour la plupart des questions de forme. Voilà, de forme, vous voyez, alors qu'il faudrait faire prévaloir la question de la compétence et de l'engagement panafricaniste et du sérieux, bien sûr, la question de l'éthique. Donc, mettre là-bas des personnes qui ne vont pas se remplir les poches ou passer le temps à ne rien faire. Ils feront passer avant tout les intérêts du continent. Et dans le contexte actuel que traverse le continent africain avec le terrorisme et les conflits, comment jugez-vous la posture de l'Union africaine par rapport à tout ça? Mais la posture de l'Union africaine, nous la connaissons. Vous la connaissez mieux que moi. Bon, elle a mis en place une architecture institutionnelle sur le plan militaire avec les stand-by forces qui sont censés donc être prépositionnés au niveau de chaque région. Il y en a au centre, à l'ouest, etc. et tout, en mesure de pouvoir riposter aux menaces, de les prévenir même. Vous savez, on est loin du compte quand on regarde la prolifération et l'intensification et l'aggravation des conflits un peu partout, quelle que soit la nature de ces conflits, djihadisme, terrorisme,
etc., qui se prolifèrent, qui s'aggravent. Avant, il y a quelques années, peut-être il y a une dizaine d'années, c'était encore limité. Mais aujourd'hui, vous savez, ce n'est plus l'Afrique de l'Ouest. Hein. Moi, je me souviens d'une discussion avec un ministre sud-africain, quand je parlais de l'instabilité en Afrique australe. Et il m'a dit, vous savez, vous êtes quand même bien lotis en Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, on n'en est plus là. C'est-à-dire que, aussi bien, par exemple, au Congo, vous savez, en Afrique orientale, jusqu'au Mozambique, hein, dans le nord du Mozambique, il y a des forces qui sont les mêmes forces de déstabilisation. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Absolument. Pour moi, ça, c'est le problème le plus fondamental. En fait, ce qu'on a une expression, c'est que les Africains dorment au gaz. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une forme de recolonisation du continent. L'Union africaine est non seulement impuissante, mais a collaboré à l'inféodation de nos dispositifs militaires avec la triade, c'est-à-dire les pays de l'OTAN et des États-Unis, qui, à partir d'une base militaire, comme je le montre dans mon film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, qui, à partir de la base de Stuttgart, de façon panoptique, ont ceinturé l'essentiel du dispositif militaire de nos pays. Donc, selon vous, je ne vous coupe pas, l'Union africaine n'est pas assez outillée pour prendre en charge les préoccupations du continent. L'Union africaine a été prise en charge littéralement par le dispositif des forces de l'OTAN. L'essentiel de nos dispositifs militaires au niveau national et au niveau panafricain ont été ceinturés et vous avez une constellation de bases ou de facilités militaires, mais plus gravement, ce qui s'est instauré, c'est une géopolitique du chaos. C'est-à-dire que certaines de ces mêmes forces qui, aujourd'hui, nous assistent, ont contribué au financement des médrassas et des nébuleuses terroristes par l'entremise de pays arabes du Golfe, qui ont semé la désolation en suivant un schéma qui a commencé au fond en Afghanistan et qui, aujourd'hui, veut transformer la zone sahélienne en Sahélistan. Parce que c'est vrai que la question sahélienne, elle est un peu complexe. Mais elle n'est pas si complexe, elle est très simple en fait. Elle est très très simple. C'est qu'il y a un terreau culturaliste qui est un terreau fertile au niveau du sous-développement. Donc il y a des gens qui en fait rêvent encore des formes de khalifa à l'ancienne, donc refaire l'empire d'El Hadji Omar, revenir aux formes des Almoravides de Bagdad à Cordoue. Mais ça, c'est la portion congrue. Ils sont souvent instrumentalisés par des courants fondamentalistes qui eux-mêmes jouent la géopolitique du chaos. Et ce que les Africains doivent comprendre, c'est que, ayant perdu le terrain économique, ces puissances qui ont dominé le monde pendant tout le XXe siècle sont aujourd'hui en face de puissances économiques qui offrent d'autres formes de coopération. Et donc la Chine, l'Inde, etc. Et donc pour pouvoir réoccuper le terrain, ils ont besoin d'une géopolitique du chaos afin de se constituer en parrain incontournable pour la préservation et la protection de notre continent. Donc du coup, les pays africains et l'Union africaine sont obligés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, de s'associer à ces forces. Donc à l'époque de mon film, vous aviez seulement les Français, les Américains. Aujourd'hui, vous avez les Turcs, vous avez les Russes, vous avez les Japonais, les Chinois, qui ont tous des bases, et les Allemands, qui étaient pourtant les gens qui nous ont aidés. 50 plus importantes personnalités africaines et allemandes nous avaient aidés jusqu'au Parlement, je ne sais pas si vous étiez au courant, de porter plainte contre le fait que l'Allemagne a, dans sa constitution, pas le droit d'accueillir une force qui utilise le sol allemand pour bombarder d'autres territoires. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas allé jusqu'en Cour suprême, mais c'est tous les efforts d'Africains qui ont essayé d'attirer l'attention depuis 2013 sur la gravité de ce phénomène à l'échelle du continent. Et l'Union africaine, hélas, a, et je le montre dans ce film, à l'époque de Zuma, été infiltrée par ce dispositif et en fait c'est un chantage. La sécurité humaine passe avant le développement et l'alliance avec les forces de l'OTAN est un impératif comme conditionnalité à l'aide publique au développement dans la plupart de nos pays. Donc en fait l'Union africaine a été d'une certaine façon prise en otage dans ces processus. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, vous prenez le magistère de Sisi. Sisi s'est employé à éteindre les feux sur la question plus locale, régionale africaine, de qu'est-ce qui arrive avec le barrage de l'Éthiopie qui risque de provoquer peut-être un problème au Soudan et en Égypte,
d'atténuer les feux, d'essayer de recréer, etc. Donc on ramène à des questions internes, la situation du Sahara occidental, la question du règlement des petits conflits locaux, mais l'image globale de ce qui se passe à l'échelle du continent, la géopolitique du chaos, n'est pas véritablement abordée de fond parce que c'est remettre en question les dispositifs bilatéraux, c'est remettre en question l'encadrement multilatéral dont nous sommes tous dépendants. Vous voyez, c'est très complexe. Son Excellence, car au final, chacun s'y mêle. Comme on le dit, l'Union africaine a demandé à avoir carrément plus de mainmise sur beaucoup de questions, notamment celle du Sahel que de la Libye. Mais êtes-vous d'avis avec tout ce qu'a dit le professeur par rapport à la posture même de l'Union africaine, ses forces et ses faiblesses? Et là, on semble plus parler de ses faiblesses que de ses forces. Non, mais tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec ce que mon ami et frère, le professeur Aziz Salman Fall, vient de dire. Je pense qu'il a cité des faits matériels qui sont incontestables. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein. Là où il n'existe pas de force de volonté politique, et dans le contexte mondial où nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, il y a des forces du mal qui vont occuper l'espace. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique. Et cela ne date pas de maintenant. Je veux dire, c'est le résultat de toute l'évolution des rapports de force entre l'Afrique et le reste du monde et qui, en fait, montre la faillite des différents leaders ou leadership qu'on a eu. Donc le problème, en fait, c'est un problème de leadership en Afrique. Tous les problèmes en Afrique, quand on les regarde, que ce soit le problème de la sécurité, le problème de l'éducation, le problème du regard que nous portons sur nous-mêmes, c'est pour cela que c'est l'occasion de saluer l'initiative et la vision sous-jacente à une télévision comme la vôtre. Bon, essayer de montrer qu'en Afrique, il n'y a pas que le chaos, il n'y a pas que des échecs, il y a également des success stories, comme on dit. Mais la nature est en horreur du vide, mais tous les problèmes en Afrique, y compris ce que je viens de mentionner, sont en fait le résultat d'un problème de leadership ou de l'absence de leadership. Nous avons plus, l'Afrique est très riche en gouvernants, Nguru, n'est-ce pas, en Wolof, que de leaders aïngites, de véritables leaders, hein, donc qui se préoccupent de l'avenir, du sort de leur peuple. Et donc la question aujourd'hui, c'est de voir comment promouvoir un leadership alternatif. Nous en avons discuté. Hier, nous étions les 3 jours passés, du 10 au 12. Vous étiez d'ailleurs représenté, votre télévision était représentée au symposium à la mémoire de l'œuvre pour célébrer et voir aussi comment perpétuer l'héritage que nous ont laissé des Samiramin, mais également d'autres comme Cheikh Anta Diop une semaine avant. Hein, cela s'était passé. Donc la question, c'est une question de souveraineté, de leadership et d'unité. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une question de fond, parce que la question qui se pose, on a l'habitude de le dire et de l'entendre, l'Afrique est très riche, mais malheureusement le continent peine toujours à se prendre même en charge, et malgré même cette Union africaine qui est là, et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, plusieurs dossiers ont été évoqués lors du 33e sommet des chefs d'État et de l'Union. Libre-échange, autonomie financière, lutte contre le terrorisme, toujours ça revient avec la crise en Libye, entre autres. Comment expliquer ce fait? Vous êtes venu là-dessus, mais pourquoi l'Afrique peine-t-on à décoller de ses propres ailes? C'est très simple. En fait, même la perception, c'est une forme de complexité. Et si vous regardez ça froidement, nous sommes marginalisés parce qu'on regarde le volume du commerce international en import-export. Mais en réalité, l'ordre prend juste les pourcentages qu'il a besoin de l'Afrique. Et donc, cette insertion, elle est en fait défavorable. Nous sommes complètement insérés, mais de façon défavorable. Alors, ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est qu'il y a une accélération du dessaisissement de l'État et de la perte de souveraineté de nos pays. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus véritablement maîtres de nos ressources. On ne peut plus affecter de façon étatique les budgets sur nos ressources naturelles. Nous sommes obligés d'être en tutelle ou en joint venture ou carrément dépendants de firmes multinationales, dont l'essentiel d'ailleurs ont leur siège au Canada, où j'enseigne, qui est devenue la première place forte minière au monde. Et donc là se passe véritablement le siphonnage des ressources et des matières premières du continent, qui évidemment, si vous n'avez pas assez
de revenus pour pouvoir générer des dépenses d'infrastructure, d'orienter l'enseignement, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez un espace de souveraineté très rogné et vous ne pouvez pas régler le problème numéro 1, qui est la démographie galopante d'une population qui ne peut pas gérer l'employabilité et pourtant qui a plein de ressources, autant humaines que minières et minérales. Et donc, à ce moment, le problème fondamental, c'est comment recouvrer la marge de manœuvre de l'État et comment permettre, cette fois-ci, l'intégration régionale pour créer quoi? Non pas ces espaces de libre-échange qui vont être une nouvelle forme de néolibéralisme qui siphonne de l'extérieur le capital, mais au contraire réfléchir à comment on pourrait plutôt faire un grand marché intérieur de biens de consommation de masse avec une autonomie collective en péréquation entre les zones qui disposent et celles qui ne disposent pas, de façon à vraiment faire en fait le véritable décollage économique de l'Afrique. Et ces plans-là existent. C'était le plan de Lagos, ça a été exprimé par des groupes comme les nôtres dans l'appel de Bamako, et que la plupart des Africains en fait ignorent, mais ces choses-là existent. Maintenant, on préfère, vu qu'on est pris en otage dans l'ordre mondial, nous imposer des espaces de libre-échange qui créent effectivement une sorte d'embellie économique, mais qui ne posent pas les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est va-t-on vers, par exemple, une intégration financière du continent? Par exemple, ici, nous sommes dans une zone qui est la zone CFA. Il va falloir réfléchir à une intégration avec le Ghana, avec le Nigeria, sur un panier de devises. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que nous, ce que nous voulons, c'est une monnaie continentale? Nous voulons évidemment des formes d'intégration plus avancées, éduquer les enfants très tôt. Le Dr Mboup, lui, il parle Swahili, il a réglé le problème. Mais si on enseignait aux enfants le Swahili, imaginez, toute l'Afrique pourrait converser entre elles, accélérer le processus d'intégration, et l'ordre international, on parlerait aux Nations Unies en Swahili, on interagit. Quand vous allez en Tanzanie, vous voyez des femmes qui lisent dans le marché leur journal. Pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués dans leur propre langue. Donc il y a des dimensions culturelles, économiques et sociales qui sont les véritables impératifs. Ce n'est pas vers ça qu'on va. Et pour ça, il faudrait qu'on soit d'abord unis pour tendre vers tout ça. Bon, nous sommes arrivés au terme de la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Et tout à l'heure, professeur Fall, comme vous le dites tout à l'heure, il faudrait que l'on s'unisse pour pouvoir tendre à tout ce que vous dites par rapport à nos langues qu'on devrait insérer et imposer surtout. La personne qui est la plus spécialisée dans ça, c'est le professeur Mboup, et je le laisserai commenter, mais c'est clair que si l'Afrique au XXIe siècle ne s'unit pas, elle risque de vivre un épisode beaucoup plus compliqué que celui qu'il a vécu dans la période coloniale et néocoloniale. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle communément l'ère anthropocène, c'est-à-dire que l'être humain a défait l'édifice écologique de la planète. Je préfère appeler cette ère plutôt capitalocène parce qu'en fait c'est le capitalisme qui a accéléré la dégradation du climat et des relations sociales. Et dans ce système-là, ce qui se passe, c'est que si nous ne nous unissons pas, à ce moment, effectivement, l'ordre mondial nous impose des contraintes qu'on ne pourra pas relever. Et donc c'est l'unité panafricaine des discours, mais dans des actes concrets d'intégration, de solidarité, qui vont véritablement permettre cette nouvelle forme de liberté et d'épanouissement. Et sur cette question-là, sortir de l'aliénation eurocentrique, comprendre notre réalité, qui nous sommes, et mettre, même si c'est artificiel, mettre cette langue de communion ensemble. Et là, je donne à personne qui en a vraiment l'autorité. Jambo. Voilà, ambassadeur, il vous a remis la parole, mais c'est vrai qu'il a raison. Hein, sur le plan de l'intégration, nous avons beaucoup de défis à relever. Oui, et l'union en premier. Non, mais il a parfaitement raison. Parce que la question linguistique, elle est fondamentale. Hein, elle n'est pas du tout une question accessoire à l'entreprise de libération et de renaissance africaine. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est un abus de langage. C'est par un abus de langage qu'on nous appelle francophones, anglophones, lusophones, etc. Parce que quand on regarde le pourcentage des personnes qui maîtrisent, qui parlent français, par exemple ici au Sénégal, eh bien, cela n'atteint pas aussi, cela ne dépasse pas 20%. Vous allez être surprise. Hein? Alors je vous donne un exemple. Regardez par exemple les problèmes que pose l'emploi du pronom relatif don. Hein? Si on avait le temps, on pourrait peut-être raconter quelques anecdotes, mais de façon beaucoup plus sérieuse. Il y a en Afrique la réalité linguistique est que
près de 70% de l'ensemble des citoyens, en particulier en Afrique subsaharienne, parlent comme langue maternelle ou comme langue première une langue africaine. Ça, c'est un. Et de deux, il y a en Afrique 16 langues transfrontalières qui ont chacune plus de 150 millions de locuteurs. Ce sont des langues qui sont écrites, etc. Et parmi celles-ci, on en a choisi une. Ça, c'est quelque chose à mettre au crédit de l'Union africaine, qui est le Kiswahili, le Swahili, comme langue officielle. Maintenant, il faudrait le transformer en langue de travail de l'Union africaine, ce qui n'est pas encore fait. Pour rebondir sur ce que le professeur disait, c'est qu'il est possible, et je mets au défi nos chefs d'État africains, en 10 ans, d'enseigner le Swahili à tous les 1,2 milliard ou 1,4 milliard selon les chiffres d'Africains, afin qu'on puisse le maîtriser. Parce que c'est une langue africaine, donc qui a exactement la même grammaire que le Wolof, que le Baïnouk, que le Diola, que le Fulfulde, le Pulaar, etc., etc. Et là, c'était juste une parenthèse par rapport au débat, mais tout à l'heure, vous en avez parlé par rapport à l'ordre mondial qui impose ces lois en Afrique et tout. Mais qu'est-ce qui empêche au continent d'inverser la tendance? Mais c'est le problème, comme on a dit, de leadership. Qui c'est qui prend les décisions? Est-ce que les gens qui prennent les décisions sont ou convaincus, ou alors on le souhaite, pense que c'est profitable, ou qu'ils y trouvent leur compte de promouvoir une politique culturelle et linguistique réellement panafricaine, réellement africaine. Ce n'est pas toujours le cas. La même chose, la gestion de nos ressources naturelles. On voit comment nos ressources sont en train d'être pillées. Et le problème des terres, à travers les terres, nous sommes en train d'être recolonisés. C'est-à-dire que l'Afrique est en train, au-delà des bases militaires, l'Afrique est en train d'être recolonisée, c'est-à-dire repossédée par des firmes multinationales, par des puissances étrangères, etc. Au point que les générations africaines futures risquent de ne pas avoir la possibilité de trouver des portions de terrain pour pouvoir construire leur maison. Parce que comme on le dit, l'avenir du monde se trouve en Afrique et l'Afrique a beaucoup de richesses, ça je le répète encore. Mais si nos dirigeants, par exemple, ne prennent pas conscience de tout cela, n'est-ce pas aux Africains de prendre eux-mêmes leur destinée en main? C'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Nous, on a décidé, on a voué notre vie à ça. Et ce que nous essayons de faire, c'est la repolitisation démocratique de nos masses. Nos masses ont été dépolitisées. Depuis une trentaine d'années, les gens n'ont pas conscience des choses dont nous discutons aujourd'hui sur votre plateau. Et merci une fois de plus de nous y inviter. Mais nous avons la portion congrue dans les médias. Les gens qui discutent de la véritable condition de l'Afrique, qui ont des plans de transformation de l'Afrique dans le sens de votre question, soit ont été assassinés, parce que lorsqu'ils ont voulu impulser dans leur pays ces modèles, ils ont été assassinés. Ça, c'est notre histoire de 60 ans. Soit, lorsque nous sommes dans les forats, ils ont la capacité d'enseigner, mais en dehors de leur propre université, souvent comme nous, en exil à l'étranger, ou alors ils sont soumis à des contraintes. Donc, c'est très difficile de faire entendre raison et de rejoindre nos masses. Donc, on essaye par toutes sortes de moyens de repolitiser démocratiquement nos masses pour qu'il y ait quelques grands changements fondamentaux. D'abord, le changement des mentalités masculines, sexistes et patriarcales, la promotion de la condition féminine, donc faire basculer le mécanisme de développement en faveur des femmes, et principalement une révolution rurale, c'est-à-dire une transformation écologique et agricole qui redonnerait le pouvoir aux producteurs et qui moderniserait notre agriculture. Et je ne vous coupe pas, il n'y a qu'un seul mot pour ça, c'est le retour aux sources, parce que nul ne s'est développé avec la culture d'autrui, ni avec l'idéologie d'autrui. Sauf qu'il faut faire en même temps attention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie de retour, l'histoire progresse. Il est important d'aller puiser des choses dans le tréfonds de nos cultures, mais nous avons été aussi le produit de syncrétisme. Donc l'humanité avance. C'est pour ça que nous sommes des internationalistes panafricains, dans le sens que ce que nous disons, ce n'est pas des retours nostalgiques.
Par exemple, vous avez aujourd'hui des courants panafricains qui sont des courants suprémacistes noirs, qui n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une seule humanité. Parce que ce que je voulais dire par là, si vous le voyez actuellement, la tendance est même inversée. Auparavant, c'est l'Afrique qui, ça, c'est plutôt des Européens s'inspiraient de leur propre modèle, mais maintenant, on les voit même puiser du modèle africain pour eux-mêmes se développer. Mais pourquoi pas l'Africain prendre conscience du potentiel qu'il a pour aller vers l'avant? J'en viens à ça. C'est que ce que vous venez de décrire, c'est ce qui s'est passé pendant 7000 ans. L'histoire de l'Occident s'est faite par la construction de l'Afrique et de l'Asie, qui ont apporté par l'Égypte pharaonique, par Aksum, par Ghana, les premières formes de mondialisation et l'espace almoravide et l'occupation de l'Europe. L'Afrique perd dans les 5 et 6 derniers siècles. Et à ce moment-là, nous sommes dans un processus aujourd'hui où si nous voulons faire un sursaut, bien sûr, on peut revenir, comme vous avez dit, regarder nos tréfonds, et là, sans tomber ni dans la nostalgie, ni dans le Black is Beautiful, parce que c'est là le courant suprémaciste qui n'a pas compris Cheikh Anta Diop, qui comprend qu'il n'y a qu'une seule humanité, même si elle est d'origine africaine. Il n'y a pas de hiérarchie entre les races, donc le noir n'est pas plus beau ou meilleur que les autres. Et l'histoire avance, donc on ne va pas en marche arrière, on avance. Et pour avancer, il faut pouvoir maîtriser son accumulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai expliqué, l'agriculture, la capacité de la centralisation de votre surplus, la maîtrise de nos technologies, être maître de nos ressources naturelles. C'était très important. Voilà, et c'est ça que Cheikh Anta Diop ou Samir Amin ont essayé de faire. Et alors rapidement, ambassadeur, si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était la mobilisation du potentiel de ce qu'il y a de plus positif, donc dans nos valeurs, dans notre culture. Non pas comme un retour nostalgique, mais plutôt comme un recours, n'est-ce pas, que l'on peut utiliser pour construire des réponses face aux défis d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, qui se posent. Et là, on va revenir encore sur le 33e sommet, puisque c'est de ça il s'agit. Un sujet sur lequel tout le monde a été unanime, celui de faire taire les armes, ce qui a été même le principal thème, le thème plutôt de ce sommet-là, faire taire les armes en Afrique, éradiquer les conflits, mais comment faire? Mais comment faire? Mais c'est la grande question. Comment faire? Ce n'est pas la première fois que l'on pose cette question-là. Bon, quelqu'un a présenté, je crois que c'est Goïta, a fait une présentation vraiment très intéressante là-dessus durant le symposium Samir Amin concernant la situation spécifique du Mali et du Sahel. Au Mali, il y a eu la flamme de la paix parce que le conflit dans le nord du Mali, il n'est pas nouveau. Il y en a eu dans les années 90 et bon, on a pu le régler, y compris en faisant taire les armes, on les a brûlées, etc. etc. Mais aujourd'hui, on revient exactement au point zéro, n'est-ce pas? Sauf que les défis se sont multipliés par 10 ou peut-être par 100 parce qu'il ne s'agit plus du Mali, du Sahel, mais il s'agit du continent africain d'une manière générale. Mais pour pouvoir faire taire les armes, d'abord, il faut que nous contrôlions l'économie de production et de consommation, de vente des armes, ce qui n'est pas le cas. Comme disait tout à l'heure le professeur Fall. Voilà, ce n'est pas le cas. Nous ne contrôlons pas les routes. Pendant qu'on parle, pendant qu'on discute, eh bien, on voit que les armes continuent encore à entrer en Libye, pour prendre un exemple très très précis. Alors, qu'est-ce que l'Union africaine? Quelle est la capacité dont l'Union africaine s'est dotée pour pouvoir arrêter ce flux mortel? Et là, c'est la question que je vous retourne. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Par rapport à ça. Mais vu que là, l'Union africaine souhaite avoir plus de mainmise sur ce conflit-là, alors qu'elle n'a même pas à le demander, vu que nous sommes en Afrique. Et là, on voit qu'il y a plus d'ingérence étrangère sur ce côté du continent africain. Oui. C'est là justement le piège de la situation dans laquelle l'Union africaine s'est empêtrée. C'est-à-dire que au niveau de ce qui se passe sur le continent africain, on a mis la sécurité avant le développement. Comme effectivement l'argument d'éteindre le feu et contrer la menace djihadiste, évidemment dans la volonté de tout le monde, on est rentré dans le dispositif de la géopolitique du chaos. Parce que c'est exactement ça qu'ils veulent. C'est-à-dire c'est la sécurité qui devient le préalable au développement. Et c'est une sorte de truisme de dire oui, évidemment, vous ne pouvez pas vous développer s'il y a la guerre. En réalité, c'est le développement qui est en fait la priorité. Sauf que ce développement, ce n'est pas le développement tel que l'Occident l'a créé au 19e siècle dans le sens de la construction du capitalisme, c'est le développement pour satisfaire les besoins fondamentaux d'abord de ceux qui ont besoin du coût humain, c'est ça d'abord la couverture, et de pouvoir s'épanouir. Donc les budgets des États, les orientations devraient aller plutôt vers ça. Donc
en étant piégé dans le dispositif de la sécurité humaine, ça permet le droit d'ingérence humanitaire, ça permet l'interposition et ça permet les dépenses militaires et donc de faire basculer l'État dans le dispositif de ce qu'on appelle la géopolitique du chaos qui ne peut profiter qu'à la triade. Parce que la triade, c'est celle qui a réussi à complètement casser la Libye, c'est celle qui actuellement crée dans des pays comme le Burkina Faso, qui n'a jamais connu le terrorisme, une instabilité qui rend le pays complètement ingouvernable, qui scinde actuellement des pays jusqu'en République centrafricaine. Parce qu'aucun pays africain n'est épargné actuellement. Non, beaucoup de pays africains sont épargnés, mais il y a une ceinture de conflits et de conflictivité qui peut aller en s'élargissant. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a eu des pays qui ont connu ce genre de déstabilisation, surtout les pays de la ligne de front. Et c'est heureux que Cyril Ramaphosa soit désormais à la tête de ça, parce qu'il a connu la période de ce qu'on appelait le Destructive Engagement, l'époque de Peter Botha, qui avait fait les pays de la ligne de front. Et c'est la victoire cubaine et angolaise contre le dispositif impérialiste de l'époque qui a permis la fin de l'apartheid et l'écrasement de ces forces. Donc on est de nouveau dans ce genre de dispositif, sauf que le terrorisme international instrumentalisé et alimenté par les localités doit être contenu. La véritable réponse, elle est politique et elle est sur le développement. C'est lorsque vous donnez des conditions de développement que les jeunes ne sont pas attirés dans ces conflits. C'est lorsque vous donnez des perspectives aux femmes, et c'est pour ça que pour moi, la réponse de cette question-là, c'est une réponse féministe en réalité. C'est les femmes qui n'ont pas une culture machiste, patriarcale et belliciste, qui doivent être au cœur même des dispositifs de changement sociétal pour ne pas basculer dans un rapport qui n'est pas d'ailleurs africain, qui a toujours été de régler nos conflits à l'amiable, en convivialité, en discute. Or, actuellement, ce sont principalement des hommes qui discutent de façon martiale du sort de l'Afrique dans une perspective de sécurité humaine qui est mise en place, c'est pour ça que ça a l'air machiavélique, qui est mise en place dans le XXIe siècle par des puissances, la position unipolaire des États-Unis, de l'OTAN et évidemment des cercles France-Afrique. Et donc à ça, l'Union africaine, si elle a vraiment l'intelligence géostratégique, c'est de dire c'est contre ça qu'il faut aller. Il faut aller dans le sens véritablement du développement. Tout à l'heure, vous l'avez souligné, ambassadeur, il faut vraiment une réponse politique courageuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et cela demande beaucoup d'implications. Et même le président égyptien l'a même souligné, il souhaite aider à la création d'une armée africaine afin de lutter contre le terrorisme. Mais pour cela, il faudrait que les jalons soient posés d'abord et qu'il y ait des décisions courageuses de la part des dirigeants africains et de prendre eux-mêmes en charge la sécurité du continent avant de demander l'aide de la communauté internationale, par exemple. Oui, non, mais bien entendu, mais cela veut dire qu'il faut d'abord qu'ils se donnent les moyens d'organiser une armée africaine. Elle n'existe pas. Nous avons peut-être 55 armées. Je veux dire, même au niveau du stand-by force, c'est-à-dire la force en attente, qui doit exister dans chacune des 5 régions, eh bien, on est loin du compte. On est loin du compte. Il n'y a pas encore de cadre commun d'intégration. Prenez par exemple l'armée nigériane et l'armée sénégalaise. Quand ils se rencontrent, d'abord, ils sont formés dans des académies avec des doctrines militaires différentes. Les instructions, les éléments de stratégie, de tactique sont différents. L'armement, c'est différent. Même le système des grades, etc., de commandement, la hiérarchie du commandement, etc. Et tout ce qui va avec cela. Bon, maintenant, à côté de cela, pour en revenir à la perspective, en tout cas, qui nous a amené ici, professeur Fall et moi, il faut responsabiliser et armer les masses africaines et les inclure dans le processus de lutte contre l'insécurité. C'est le fameux slogan du général Vo Nguyen Diap, le général vietnamien qui est l'architecte de la défaite de l'impérium, de l'armée d'occupation française à la bataille de Dien Bien Phu en 1954, mais également de la défaite de l'armée d'occupation interventionniste américaine à la bataille de Khe Sanh. C'est le même armée du peuple, guerre du peuple, armée du peuple. Si c'est le peuple qui est menacé, parce que c'est le peuple qui est menacé. Vous savez, les dirigeants, ils perdent peut-être un peu par-ci, par-là, mais c'est le peuple qui perd parce qu'on détruit les infrastructures, on détruit son mode de vie. Et quand on regarde, il y a une véritable économie politique de la guerre, en fait. Économie politique de la guerre. Les gens, ils vont, ce n'est pas parce que ils peuvent céder peut-être aux sirènes ou aux appels de certains mouvements djihadistes, mais ce n'est généralement, quand on regarde au fond, c'est
pour trouver le moyen de faire vivre leur famille avec les 100 ou 200 dollars qu'on leur donne, etc. Bon, d'autres vont même se transformer en prédateurs eux-mêmes, en sachant qu'une Kalachnikov te coûte la bagatelle de 100 dollars. Bon, il y a toute une économie. C'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et vous voulez dire... Une Kalachnikov coûte 80 000 francs au Mali aujourd'hui. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, et c'est là le piège un peu dans votre question, finalement, pas votre question, mais en fait le piège dans lequel cette fameuse armée continentale qu'on montre dans le film, c'est en réalité, est-ce que cette armée risque d'être inféodée parce que pour aller au casse-pipe, c'est des Africains qui vont mourir sur le sol? Est-ce que cette armée sert les intérêts géostratégiques du monde ou bien il sert véritablement la protection du continent africain? Dans le rôle que nous avons assumé historiquement du tirailleur sénégalais, d'accord, ça a été de faire la guerre à Madagascar, de faire la guerre en Algérie, de faire en fait l'essentiel du dispositif géocolonial français. Est-ce que c'est ça qui est le prototype de ce que le African Standby Force a fait, qui est donc une vieille politique qui remonte à Warren Christopher, qui est dénoncée dans le film African Go Home? L'inféodation de nos armées, fût-elle continentale, ne peut pas régler le problème du continent. Donc en fait, c'est contre ce phénomène qu'il faut aller, c'est la transformation réelle, volontariste des pays africains qui se disent, c'est pas dans ce schéma, c'est dans la protection de notre continent, contre la menace que je viens de décrire, que cette armée devrait effectivement être créée. Ce n'est pas actuellement l'esprit qui les anime, même s'il y a des éléments qui donnent à penser que certains parmi nos chefs d'État veulent aller vers ça, et d'autres sont déjà alignés et font ce travail, ce qu'on appelle surrogate force en anglais, donc d'avoir des forces inféodées, si vous voulez, aux forces étrangères. Parce que quoi qu'on dise, on aura beau apporter des solutions, mais si le continent lui-même ne prend pas ses responsabilités, il ne peut pas prétendre à aspirer au développement. Et c'est là le rôle de la jeunesse. C'est vraiment la jeunesse africaine qui maintenant, qui a elle, l'équation, parce que nous sommes proches de la sortie, je suis obligé de le dire, nous avons fait notre part, nous avons probablement échoué, mais c'est clair que la jeunesse africaine aujourd'hui est avec une équation incroyable, d'abord de prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe, ce que nous discutons sur ce plateau, faire des choix. Ce n'est pas la fuite, ce n'est pas l'abandon, c'est leur politisation, leur prise de conscience et leur rôle dans la construction. C'est là qu'ils vont faire infléchir les régimes. Partout où on les a vus, ces régimes, ils arrivent à les chasser. On l'a vu en Tunisie, on l'a vu au Burkina, on l'a vu en Égypte. Mais après, ils se retrouvent dans le vide parce qu'ils n'ont pas la culture politique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est des militaires ou d'autres opportunistes politiques qui s'emparent. Donc c'est cette jeunesse qui a un vitalisme extraordinaire et qui a une intelligence aujourd'hui d'opérationnalisation des choses, qui doit juste maintenant se politiser davantage et prendre à bras le corps le défi. Sinon, malheureusement, c'est leur sort et leur destin est confié à des gens qui, eux, sont à la solde de ce qui est la continuation de l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources, l'Afrique des pillages. Donc nous faisons notre travail d'éveil, de veille, nous essayons d'influencer les décideurs, parfois ils nous écoutent, mais effectivement, notre pouvoir n'est pas suffisamment amplifié par les médias et nous espérons que les jeunesses vont écouter et se rendre compte. C'est à peu près la situation de l'Allemagne et de la France dans l'époque de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ces jeunes-là s'éveillent au péril? Peut-être on a l'air catastrophiste, mais non, en fait, on est plutôt positif dans le sens que nous n'allons pas nous laisser faire et l'Afrique va résister et se défendre. C'est pour ça que vous voyez les pays africains actuellement décréter ces choses-là parce qu'ils savent qu'il y a une grande partie de la jeunesse africaine qui dit exactement ce que nous disons et qui les surveille. Donc ils sont obligés de faire les choses, pas cosmétiquement, mais dans le sens de nos orientations. Alors, oui. Allez-y. Non, c'est simplement pour... peut-être que ce n'est pas le moment de la conclusion, mais disons... Nous en sommes presque. Presque, donc terminer sur une note d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a un travail... aujourd'hui, quand on parle de leadership, en fait, oui, il y a une absence de leadership, à la fois intellectuel, politique, mais aussi communautaire, spirituel, etc. Hein? Bon, nous avons des succès d'années de leadership, mais il y a des alternatives qui se mettent en place. Et donc cela crée des processus qui sont porteurs d'espoir. Il y a des choses en Afrique, il y a le leadership, les masses africaines sont prêtes en termes de désir, d'aspiration. Ce qui leur manque, c'est justement arriver à leur donner l'information, en particulier à la jeunesse africaine,
l'information, les armer mentalement sur le plan théorique, qu'ils puissent être guidés dans leur action. Parce qu'ils sont prêts et ils ont la capacité, la force, les masses, la jeunesse, les femmes africaines. D'ailleurs, ce sont ces deux forces-là qui assument comme souvent, le dit le professeur Fall, il faut une réponse féministe. Et là où on leur donne le pouvoir, je vous jure que nous, les hommes, nous pouvons, disons, travailler moins parce que ces femmes et cette jeunesse ont suffisamment de capacité de révolte et d'organisation pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Donc, sur une note d'espoir, aujourd'hui, l'Afrique, malgré ce qu'on dit, c'est le continent où les investissements sont les plus productifs. C'est un continent que l'on considère comme certains, ceux qui passaient leur temps et qui continuent d'ailleurs quand ils en ont la possibilité dans leur plateforme de continuer à nous insulter, reconnaissent quand même que c'est le continent qui a le potentiel pour recentrer en fait l'avenir de ce monde autour de notre projet de société. Justement, mais ça, c'est entre les mains des Africains. Et justement, cela se voit à travers les nombreuses sollicitations, qu'on le dit. Jamais l'Afrique ne va vers l'Occident, mais c'est toujours l'Occident qui vient vers l'Afrique, à en juger par les visites des chefs d'État européens, américains et autres qui viennent ici en Afrique déjà avec leurs investisseurs pour chercher les marchés et contrôler à peu près l'économie africaine. Mais pour cela, il faudrait que l'Afrique réussisse à parler d'une seule voix. Oui, et c'est ça justement qui pose problème. Malheureusement, nous n'avons que 2 minutes. Peut-être jeter un mot sur ça, chacun 1 minute. Oui, écoutez, il va y avoir cet été un sommet en France où l'essentiel des pays africains iront. Comme je dis, ce dispositif, il n'est plus opérationnel. Donc je crois qu'il y a une génération d'Africains qui incarnent non seulement des alternatives, mais qui doivent avoir voix au chapitre. Et qui ne vont pas se laisser faire. Donc je crois que ce qui est actuellement en train de se faire, ce n'est pas les investissements, les IDE que vous voyez. Ces IDE viennent en fait parce que c'est principalement dans le secteur des ressources qui sont littéralement bradées ou d'une certaine diversification. Donc notre taux est beaucoup plus grand et ça donne l'impression qu'il y a un dynamisme économique qui est réel. En réalité, il pourrait être de loin supérieur et tourner sur l'Afrique. Et nous incarnons un courant, maintenant, ça peut paraître peut-être prétentieux, mais nous savons que ce courant existe. Il a existé depuis le courant majoritaire des pays africains. Ce courant, il est en train de progresser et nous savons que nous allons gagner. Nous avons abattu l'apartheid. Nous savons pertinemment que nous allons prendre le pouvoir en Afrique. Ce n'est qu'une question d'une génération. Mais ça, nous allons nous retrouver maintenant en face de ceux qui sont toujours historiquement les ennemis du continent africain. Et c'est une lutte que nous menons depuis longue date et que nous continuons à mener. Et c'est pour nous là l'optimisme. Et c'est la redécouverte de la Maat, la découverte de Ubuntu et qui nous sommes en réalité. Justement. Là, nous sommes presque arrivés au terme. Peut-être 30 secondes, Excellence. Oui, parce que c'est une question de pouvoir. Hein. C'est qui c'est qui contrôle le pouvoir. Mais comme on dit, le pouvoir, ce n'est pas une chose que l'on prend. C'est un rapport de force qu'il faut créer, d'abord dans le cœur et l'esprit des masses populaires. Parce qu'une fois que les masses sont convaincues, elles n'ont même plus besoin de leadership. Elles prennent le leadership et vont faire ce qu'il faut. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce processus va s'intensifier, va s'amplifier avec le temps. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on voit à la télévision, etc. Mais il y a une autre réalité, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui ne parle pas. Eh bien, je vous jure que cette majorité silencieuse, elle est proche pour le combat. Et le combat va nous mener vers la victoire. Et pour terminer, même, je dirais même que cette majorité silencieuse est très forte. Et le jour qu'elle se réveillera, cela sonnera le développement de l'Afrique. Ainsi se referme cette émission. J'aurais bien aimé qu'on évolue sur certains sujets, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps imparti. Un grand merci à vous, chers invités, Excellence et professeurs. Ce fut un plaisir en tout cas de vous avoir reçus. Un grand merci aussi à la partie rédactionnelle et à la régie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre débrief toujours sur Médian TV Afrique.